un peu vers le soin maintenant, avec les deux interventions suivantes, qui seront aussi les deux dernières. Mais on a vu combien les autres domaines étaient, enfin les incursions dans les autres domaines éclairaient des concepts qui nous étaient familiers. Alors, Bruno Della Porta, néphrologue, va maintenant intervenir. Donc le titre de son intervention, la discussion un acte de soin. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, j'avais mis la discussion en acte de soin. Et puis, en fait, en août 2016, sont sorties les directives anticipées contraignantes. Et je me suis dit, je vais changer mon topo et le modifier un petit peu. Donc, le titre, ce sera « Un médecin peut-il parler à une personne malade de sa mort prochaine ?» Et donc, le premier titre, la discussion en acte de soin, sera bien sûr abordé, mais elle arrivera dans la conclusion. Je partirai des décrets concernant les directives anticipées contraignantes. Et puis, comme c'est d'actualité, je trouve que c'était important d'en parler. Et puis, après un certain chemin assez long, j'arriverai à la question de la discussion comme acte de soin. Voilà, donc le bon plan va être le suivant. Premièrement, une introduction pour vous dire à ceux qui ne sont pas soignants ou médecins ce que sont les directives anticipées. Deuxièmement, je vais me poser donc cette question, un médecin peut-il parler à une personne malade de sa propre mort ? Ceci va me prendre la plus longue partie de l'exposé. Et enfin, j'arriverai à la question de la discussion comme acte de soin. Alors, pour ceux qui ne sont pas soignants, la loi sur la fin de vie a changé le 2 février 2016 avec l'adoption à l'Assemblée nationale de la nouvelle loi dite Claes-Leonetti, qui est une loi qui crée de nouveaux droits en faveur des personnes malades et des personnes en fin de vie. Alors, en deux mots, c'est une loi, premièrement, qui interdit l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire l'acharnement thérapeutique, pour faire simple. Deuxièmement, c'est une loi qui réitère l'interdiction de l'euthanasie. Et enfin, c'est une loi qui met la personne malade comme point de départ de la démarche. C'est-à-dire que c'est une loi qui respecte, en gros, l'autonomie de la personne. Cette loi, là encore, je vais très vite, c'est juste pour ceux qui n'ont pas de notion particulière. Cette loi apporte deux modifications principales. Premièrement, elle met en place la sédation profonde et continue. Je ne vais pas en parler. Et deuxièmement, elle apporte comme nouveauté les directives anticipées contraignantes. Alors, qu'est-ce que sont les directives anticipées contraignantes ? Eh bien, c'est une possibilité qui vous est donnée d'exprimer vos volontés par écrit sur les décisions médicales à prendre lorsque vous serez en fin de vie, ou lorsque je serai en fin de vie d'ailleurs. Et c'est-à-dire sur les traitements et les actes que l'on souhaite limiter, voire arrêter. Alors concrètement, en fait, c'est une feuille, ou c'est plutôt un modèle maintenant qui va être proposé, qui est proposé, puisque c'est passé, où l'on inscrit ce que l'on souhaite limiter ou arrêter le jour où on sera hors d'état d'exprimer sa volonté, c'est-à-dire le jour où on sera plus très conscient ou inconscient. Et le médecin aura l'obligation de suivre ces directives. Alors, les directives anticipées existaient depuis 2005, mais jusqu'à présent, elles étaient simplement consultatives. C'est-à-dire que le médecin devait les consulter, mais elles ne s'imposaient pas à lui. Depuis la nouvelle loi donc du 2 février 2016, tout a changé parce qu'en fait, elles sont devenues contraignantes, ce qui veut dire que ce que l'on décrit s'impose désormais aux médecins. Elles s'imposent aux médecins, sauf dans deux cas de dérogation, je ne vais pas insister. En cas d'urgence, dans ce cas-là, ils commencent à traiter et puis ils les cherchent en attendant. Et deuxièmement, si elles sont manifestement inappropriées. C'est-à-dire qu'on a mis quand même un cas de figure où le médecin puisse reprendre la main. Si par exemple une jeune femme de 20 ans dépressive fait une tentative de suicide et juste avant marque dans ses directives anticipées « je refuse tout acharnement thérapeutique », et s'il y a des raisons psychiatriques pour penser qu'on peut passer l'obstacle, la loi a prévu comme ça de pouvoir quand même reprendre la main de niveau médical dans le cadre d'une impasse un peu insurmontable. Donc voilà, première nouveauté sur ces directives, elles ne sont plus consultatives, elles sont contraignantes. Deuxième particularité, avant, elles n'obéissaient à aucun formalisme de rédaction particulier. On pouvait prendre une feuille de papier, marquer ce qu'on voulait, et puis le ranger dans le tiroir de sa cuisine ou dans le tiroir de sa maison de campagne, ce qui était très compliqué à retrouver en cas de complications. Et donc, maintenant, elles peuvent être rédigées suivant un modèle
que l'on vous propose et qui prévoit deux situations. Soit vous êtes bien portant, en bonne santé, soit vous êtes atteint d'une affection grave et en fin de vie. Voilà. Alors, donc voilà, je vous ai rappelé très brièvement pour que vous compreniez l'enjeu éthique, ce que sont ces nouvelles directives anticipées contraignantes qui viennent de sortir en août 2016. Et c'est pour ça que j'ai repris cette présentation sur la discussion comme acte de soins. J'avais prévu quelque chose que j'ai complètement abandonné pour parler de ces directives anticipées contraignantes. Alors ces directives, au premier abord, elles semblent être une bonne solution. On se dit finalement, on est les mieux placés pour savoir ce que nous voulons pour notre fin de vie, et c'est à nous de décider. Mais finalement, dès qu'on creuse un peu, et si l'on réfléchit un peu plus longtemps, on peut se demander si ce ne sont pas des fausses bonnes réponses. On peut se demander si réellement il est possible de fixer à l'avance les conditions de sa propre mort, et qu'en fait, fixer les conditions de sa mort, ce n'est pas la même chose que de signer un contrat à la FNAC ou de signer un contrat d'assurance voiture. Et donc, dès qu'on creuse un peu la réflexion, on s'aperçoit que les directives anticipées contraignantes, en fait, sont un objet très particulier. Voilà. Donc, après cette introduction sur les directives, comme je le disais, j'en arrive à mon deuxième point, sur lequel je voudrais m'attarder plus longuement. Et en fait, pour ce titre, un médecin peut-il parler à un malade de sa mort prochaine ? J'ai repris en fait le titre d'un tout petit éditorial de Robert Zitoun, qui était un pionnier dans les soins palliatifs, qui était mon chef de service d'ailleurs quand j'étais interne, et qui avait posé cette question dans la Revue du Patricien en 2000, et qui avait répondu sur une petite colonne de 20 lignes. Donc j'ai juste pris le titre pour repenser cette situation 15 ans après, et voir comment les choses évoluent, et où va la médecine. Alors, pour commencer, je vais vous rappeler l'évolution qu'il y a eu au cours des 30 dernières années, dont la manière dont les médecins communiquent avec les personnes atteintes de maladies graves ou incurables. Et je vais vous montrer que beaucoup de choses ont changé. Alors, je vais faire donc un retour en arrière, un retour historique. Pour ceux qui connaissent bien l'éthique médicale, ça va être assez simple. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on m'a dit qu'en fait, il y avait un public très généraliste, c'est l'occasion... Non, c'est très éthique médicale. Très respectable. Donc dans les années 50-70, en fait, le modèle était de type paternaliste. Et en fait, ce modèle a changé au cours des années 80-90 pour devenir, à partir des années 2000, un modèle autonomiste. Alors, pour ceux que ça intéresse, là, je reprends un article de Suzanne Ramex de juin 2004, publié dans les cahiers philosophiques. Et donc, on peut dire qu'en fait, dans le modèle paternaliste, le médecin considérait le malade comme un mineur, comme un enfant. Et donc, en matière d'information, parce que c'est ce qui m'intéresse, le médecin, dans ces années, ne délivrait pas toute l'information. Il masquait des éléments, non pas de façon immorale, c'était tout à fait moral, il masquait des éléments parce qu'en fait, il voulait épargner d'angoisse la personne malade pour qu'elle affronte la maladie avec plus de force et d'énergie. Donc, il ne donnait pas toute l'information, il ne prévenait pas de toutes les complications graves qui pouvaient survenir, dans un but d'être attentif aux conséquences humaines que cela pouvait enclencher. Alors, ce modèle moral, en termes philosophiques, peut être qualifié de modèle moral de type téléologique. Téléo, ça veut dire la finalité. Donc, dans ce modèle moral, en fait, le médecin était attentif aux conséquences humaines, à la finalité. C'est-à-dire qu'il était empathique, il était responsable de l'autre vulnérable. Mais ce modèle posait un gros problème, c'est qu'en fait, du fait qu'il était très téléologique, il ne respectait pas les principes abstraits, les principes généraux. C'est-à-dire que la liberté, l'égalité, l'autonomie de la personne n'étaient pas respectées. À cette époque, que j'ai connue aussi, parce que je suis néphrologue, comme l'a rappelé Paul Loup, en fait, le médecin, en conservant des informations forcément ne respectait pas la liberté et l'autonomie de la personne. C'est-à-dire que la personne pouvait être, par manque d'information, pouvait être pris dans des faux désirs et puis s'embarquer dans un faux destin. Et puis, au niveau de l'égalité aussi, ce principe général n'est pas respecté puisque, en gardant de l'information, le médecin avait forcément un pouvoir sur l'autre et donc la relation était très asymétrique, très inégalitaire. Alors, à la fin des années 80, ce modèle va muter pour devenir autonomiste,
avec 3 lois, la loi Kouchner 2002, la loi Leonetti 2005, et puis donc cette nouvelle loi 2016, Claes-Leonetti. Et là, l'autonomie de la personne, le respect de l'autonomie de la personne va s'accentuer en quelque sorte. Alors dans les années 80, je vous épargne la transition historique parce que ça prend un peu de temps, mais un élément qui a joué un grand rôle, c'est en fait l'épidémie de sida. Lors de l'épidémie de sida, les choses ont changé parce que les personnes malades étaient jeunes, c'était des homosexuels, des hémophiles. Elles avaient un niveau de formation assez élevé. Et donc, elles voulaient savoir. Donc, elles ont demandé à être informées. Et deuxièmement, au niveau de l'égalité, il y avait en fait, les médecins ne connaissaient rien, beaucoup de médecins ne connaissaient rien dans les années 83, 84, 85. Et donc, dès que les médecins voulaient inclure des personnes dans des essais thérapeutiques, AZT contre placebo, etc., les personnes voulaient savoir. Et donc, il y a eu comme ça une autonomie qui s'est mise en place et une égalité qui s'est mise en place. Et puis après, il y a beaucoup de choses qu'ont travaillé la société française pendant 10 ans, je ne vais pas en parler, pour arriver à ces lois qui ont comme caractéristique de respecter l'autonomie de la personne. Alors là, pour ceux qui ne sont pas soignants, en fait, autonomie, ça vient de autonomos, produire soi-même ses propres lois. Quand vous entendez autonomie, il ne faut pas penser à l'autonomie fonctionnelle, hein, ce n'est pas du tout l'autonomie de la personne qui s'est fracturé le col du fémur, hein, c'est l'autonomie morale. Donc, l'autonomie, c'est produire soi-même ses propres lois. À l'inverse, l'hétéronomie, c'est le modèle paternaliste. L'hétéronomie, c'est on reçoit ses lois de l'extérieur, c'est-à-dire du médecin ou de l'autre. Alors, le modèle autonomiste, je vous ai dit que le modèle paternaliste était plutôt de type téléologique. Attention aux conséquences humaines et indifférence aux principes abstraits. Et là, en fait, tout bascule dans la façon dont un médecin va parler avec une personne de sa mort prochaine. Parce que dans le modèle autonomiste, en fait, c'est une conscience morale qui n'est plus de type téléologique, mais qui est de type déontologique. C'est-à-dire qu'elle respecte les principes abstraits, mais en revanche, elle est indifférente aux conséquences humaines. Dans son modèle pur, là, je modélise, je pousse à l'extrême pour vous faire comprendre comment, dans l'information et les actes de langage qui circulent entre un médecin et un malade, ça a muté. C'est-à-dire que dans le modèle autonomiste, qui est déontologique, par exemple, on peut voir dans les cas de figure les plus extrêmes, vous avez un malade qui va voir un oncologue, il lui demande ce qu'il a, et l'oncologue va lui expliquer exactement tout. Il va lui expliquer les pourcentages de survie, les traitements, les options, les choix, etc. C'est-à-dire qu'il va être attentif à l'égalité et à la liberté, mais en revanche, il peut être complètement immoral dans le sens où il peut être très désengagé de la relation, parce qu'il n'aura pas le côté téléologique si on pousse à l'extrême le modèle, quoi. Et donc, on voit que finalement, à la question un médecin peut-il parler à un malade de sa mort prochaine, on voit que finalement, il y a, en poussant à l'extrême et en caricaturant, il y a 2 pôles dialectiques, un pôle téléologique ou un pôle déontologique, et que la loi actuellement nous pousse vers le pôle autonomique, c'est-à-dire qu'elle nous pousse à l'égalité et l'autonomie, et avec le risque d'être désengagé de la relation. Et en fait, lorsque l'on est en relation avec une personne malade, on s'aperçoit qu'on est obligé d'osciller entre les 2 positions. On est obligé d'osciller entre le cas particulier et le principe abstrait, et que finalement, la loi nous pousse sur l'autonomie et la déontologie, mais on est obligé d'habiter l'oscillation quelque part. Voilà. Et puis donc là, j'ai repris une phrase de François Goldwasser, qui est chef de service en cancérologie à Cochin, je crois. Alors je le cite, et qui illustre très bien ce problème. « Les malades sont désormais exposés, en raison de l'attention exclusive portée au principe d'autonomie, ils sont exposés au danger du désengagement médical, du poison de tout faire sans rien dire. Nous évoluons vers le poison de tout dire sans rien faire. » Une formule qui résume très bien la tension dialectique dans laquelle on peut être pris lorsqu'on parle avec une personne autour de la mort. Voilà, donc il faut voir quand même que forcément le fait de parler avec une personne a des avantages et des vertus. Même fragile, il peut aller à la rencontre encore de ce qu'il choisit, il peut continuer à écrire son histoire personnelle, que lui seul peut vouloir. En écrivant sa vie à la première personne souverainement, il peut continuer à prendre le risque de sa liberté et d'oser ses désirs.
Même si c'est plus à l'évidence un projet de vie, il aussi peut concerner la qualité de sa vie. Et il est évident qu'en fait, le sens, le désir, les goûts, les préférences n'appartiennent pas au médecin dans ces moments, qui serait dans ce cas-là complètement au-delà de ses compétences, mais que tout ceci appartient à la personne dans le sens où elle se constitue comme sujet. Voilà. Donc ça, c'était une première introduction un peu longue pour voir que la question des directives anticipées, pour vous dire en fait que les directives anticipées sont issues de ce modèle autonomiste. Les directives anticipées sont en fait des substituts de l'autonomie, c'est-à-dire qu'elles donnent les volontés de la personne au moment où elle ne peut plus exprimer les volontés. C'est-à-dire qu'on maintient l'autonomie même quand on n'est plus conscient. Et la question que je me pose donc maintenant, c'est est-ce que ces directives anticipées contraignantes qui arrivent aujourd'hui, nous dans les établissements, tout le monde en fait est en train de parler à qu'est-ce qu'on fait, comment on remplit ça, etc. C'est un véritable chantier compliqué. Voilà, on s'aperçoit donc déjà à l'évidence qu'elles sont un progrès dans la mesure où elles vont assainir la relation médecin-malade. Elles introduisent éventuellement de la réassurance. La personne sait qu'elle peut parler de la mort sans que ce soit un tabou. Elles rétablissent une égalité dans les pouvoirs de chacun. Elles permettent de lutter contre l'acharnement thérapeutique et contre un pouvoir médical abusif. Mais elles ont aussi des risques, des dangers, des limites que je voudrais évoquer pour vous montrer que les choses sont en fait plus compliquées qu'un contrat d'ARTI ou quelque chose d'un contrat qui pourrait exister entre un usager et un prestataire de service, par exemple. En fait, notre mort est irreprésentable. Elle est une zone inimaginable autour de laquelle il est assez difficile d'échanger, finalement. Elle est inimaginable, elle est impensable. Alors, il faut voir que la mort évoquée comme fiction longtemps à l'avance est possible, car il s'agit en fait d'une représentation. Il s'agit d'un objet de représentation qui est distancié. C'est-à-dire que si je dois choisir entre une mort longue, douloureuse et cruelle ou une petite mort courte et rigolote, je prends la seconde. Mais en réalité, l'évocation objectivée est très différente de la vérité subjective qui va envahir la personne dans sa chair lorsqu'elle sera en situation. C'est-à-dire que l'objectivation de la mort à distance n'est absolument pas l'ultime réalité. Voilà, on voit qu'il y a en fait la rationalisation objectivante ne correspond pas avec l'expérience existentielle. Et comme le disait Héraclite, et puis cette formule a été reprise par La Rochefoucauld, le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face. Alors certes, il est important que la loi mette comme point de référence la personne pour les décisions de fin de vie, mais nous voyons que désormais, et on le voit très bien en clinique, si un médecin pose à un malade la question de façon très directe, est-ce que vous voulez arrêter les traitements, mais sachez par exemple que si j'arrête la dialyse dans une semaine, c'est fini, ou encore voulez-vous mourir de telle ou telle façon, même si on met de la temporalité, même si on met les formes, en fait, la question va bien évidemment très au-delà du fait de cocher un formulaire. C'est-à-dire que le point d'appui juridique peut devenir une barbarie s'il ne respecte pas la complexité de l'éthique. Et il existe un hiatus très important entre la mort imminente envisagée par le droit et la relation humaine. Il existe en gros un écart entre la pensée calculante, la pensée planifiante et la pensée méditante. Le saut est qualitatif. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, la mort n'est pas une question qui aurait une réponse, mais elle est une question sans données. Alors là, je voudrais juste rappeler la différence qu'il y a entre une énigme et un mystère. Une énigme, c'est une question compliquée pour laquelle on n'a pas encore la réponse, mais pour laquelle on sait que si on met beaucoup de moyens, on finira par avoir la solution. En fait, un mystère, c'est tout autre chose. C'est une question pour laquelle il n'y a pas de données et pour laquelle la question et la réponse échappera à jamais. Et en fait, on s'aperçoit que la mort n'est pas une énigme, mais qu'elle est en fait un mystère. Alors, à cette question que je me pose depuis le début avec vous,
il y a une autre sous-question qui est: est-on compétent pour fixer à l'avance les conditions de notre propre mort? Et là aussi, on voit qu'apparaissent des grosses difficultés. Alors tout ça est important parce que vraiment, actuellement, dans les services, ça va se mettre en place et il faut quand même creuser ces aspects plus finement. Donc, pourquoi on n'est pas si compétent que ça pour fixer les conditions de sa mort? Premièrement, lors de l'évolution d'une maladie, il existe des remaniements très importants des valeurs, des désirs, des préférences. Et en fait, il y a une prodigieuse en fait, plasticité de l'esprit humain qui affronte l'épreuve et qui fait que les volontés en fait, qu'on émet à un moment grand A changent complètement, mais vraiment complètement, quand on est arrivé à un moment grand B. C'est-à-dire, par exemple, au début, les patients sont très volontaristes, ils ont des espoirs de guérison, et puis après, ça se dégrade en espoir intermédiaire, et puis en espoir de confort, puis en espoir de la visite d'un proche ou de la petite fille le soir. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'anticiper une situation jamais vécue est en réalité pratiquement un impensable. Donc, premier point, le côté plasticité, très important. Deuxièmement, les directives anticipées sont d'autant plus applicables qu'elles sont précises. Si par exemple vous mettez aujourd'hui par exemple en bonne santé, ou pour tous ceux qui se pensent en bonne santé ici, si vous mettez je refuse l'acharnement thérapeutique, en fait c'est flou et c'est complètement inutilisable. En situation, les choses vont être beaucoup plus complexes et le médecin sera obligé d'aller au-delà de ce que vous avez décidé. Inversement, si on veut qu'elle soit applicable, il faut qu'elle soit précise. Mais par exemple, pour nous tous ici, si on devait envisager toutes les complications, tous les traitements et être précis sur tout ce qui peut nous arriver, c'est impraticable. Donc on voit qu'on est soit dans l'inutilisable, soit dans l'impraticable. Troisièmement, nous avons tous une impossibilité à rompre avec la vie. Nous avons tous un soma qui est mortel, on le sait très bien, mais nous sommes tous aussi des sujets qui nous sentons immortels. Et en fait, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a une impossibilité de disjonction entre ce soma qui c'est mortel et ce sujet qui c'est immortel. On a tous une impossibilité à rompre avec la vie. C'est une expression de Maurice Blanchot. Et donc, en admettant qu'une personne soit constituée de deux choses, d'un individu et d'un sujet, en admettant qu'on soit un individu et qu'il y ait une instance plus élevée, qui est un sujet et qui est comme ça l'illusion de l'immortalité, eh bien on peut se demander, en fait, on peut se dire qu'en fait l'individu pulsionnel peut être malade et finalement peut donner fin à ses jours. Mais l'instance supérieure, le sujet qui a l'illusion de l'immortalité, est-ce qu'elle peut prendre un bout de papier et dire je veux mourir comme ceci? On sent qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que cette instance supérieure qui a l'illusion de l'immortalité et qui parle souverainement à la première personne, peut-elle être l'auteur de sa propre mort? Alors là, c'est le moment de rappeler les impacts des mots de la mort prononcés par un médecin. Il y a les amis qui accompagnent, la famille qui entoure, mais le médecin, en fait, a une place très à part. Il détient un pouvoir que n'ont pas les proches dans les décisions concernant la vie et la mort. Et cette spécificité forte a des implications importantes. L'impact des mots de la mort prononcés par un médecin peut ébranler un être épuisé. Et il arrive, on le voit en clinique, que des personnes atteintes d'affections incurables, qui luttaient encore, renoncent et coulent à pic, peu après qu'une annonce définitive ou terminale leur ait été délivrée. Et donc il est important de rappeler qu'il faut être prudent pour ce qui concerne un savoir anticipé sur la mort. Le patient doit être en mesure de recevoir de la part de son thérapeute une parole sur la mort. Et il faut savoir que cette information peut être quand même très traumatisante, peut vraiment ébranler une personne. Et là, je reprends le titre de Jérôme Alric et Jean-Pierre Bénézek, le titre du livre où ils étudient cette question-là. Et finalement, la mort ne s'affronte pas. Vous voyez donc qu'à la question « Un médecin peut-il parler à une personne malade de sa propre mort ?» la question n'est pas « Peut-on parler ? Doit-on parler ?» mais plutôt « Comment parler à une personne de sa mort lointaine ou prochaine ?» Alors, pour éviter toute violence, parce qu'il y a toujours une violence à parler quand même autour de cette question, il n'existe bien évidemment pas de recette, mais pour me donner quelques pistes, nous dirons simplement qu'il faut respecter sans doute cette tension déjà féconde qui peut exister entre la déontologie et la téléologie.
Et il faut veiller également à ne pas saturer les défenses psychiques de la personne. Il faut aussi introduire une temporalité lente et choisir le moment important pour parler. Il faut ni dire trop tôt, ni trop tard, ni trop peu, ni pas assez, et avancer finalement comme un funambule sur un fil avec un balancier où sur une extrémité se retrouvent l'excès et l'autre l'insuffisance. Il faut sentir par expérience la ligne qui sépare le trait du trop, et il faut, comme je le disais, savoir habiter l'oscillation. Même s'il est impossible de dire précisément ce qu'il faut faire, il est en revanche possible de dire ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas tout dire, il ne faut pas non plus ne rien dire. Et finalement, en dernier recours, dans ces moments difficiles, l'essentiel semble être la rencontre de vérité. La question qui se pose pour les professionnels de santé dans ces moments difficiles est comment ne pas embarquer l'autre dans un faux destin tout en maintenant une relation de confiance. Il s'agit de maintenir une relation forte tout en sachant que tout n'est pas dans le dire ou le faire, mais aussi dans l'être. La relation ne peut pas se loger uniquement dans la rationalité dissible. Dans ces étapes ultimes où un être vulnérable s'en remet à un être puissant, tout n'a pas besoin d'être dit. Et pour ces personnes qui souffrent, il peut exister d'autres actions à mener que de les pousser à penser de façon anticipée à des choses plus douloureuses encore que leur état. Ce qu'on voit assez souvent dans les états vraiment très tardifs. Arriver avec un papier, c'est pas très simple. Il ne s'agit pas d'assumer un discours exhaustif, mais d'établir une qualité d'être. Il s'agit de remettre de la vérité humaine, de la simplicité, d'insister sur une manière d'être attentif, de prendre son temps, d'être concerné, une qualité de présence. Les gestes simples, les regards concernés, les je ne sais quoi et les presque rien, comme le disait Yankelevitch, sont en réalité très importants. Et là, pour reprendre une phrase qu'a prononcée Emmanuel Hirsch à l'oral, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais elle est très profonde, et il dit en fait la véritable question qui se pose en réalité est comment vivre la vérité d'une relation dans ces moments où il n'est plus possible de penser le futur. Alors pour être complet, si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, il existe un deuxième substitut de l'autonomie. Et en fait, ce substitut, c'est la personne de confiance. La personne de confiance est en fait une personne à qui est déléguée cette lourde tâche et qui cherche en toute bonne foi à vous exprimer et à témoigner des volontés de la personne lorsqu'elle est en phase avancée. Et on s'aperçoit en fait que là, l'exercice est très difficile aussi parce que bien souvent, la personne de confiance isole certains traits de la personnalité antérieure de la personne malade lorsqu'elle était bien portante. Elle va se rappeler de son goût de vivre, de son refus de la morbidité. Et en fait, elle va déplacer ces caractéristiques pour les plaquer et les cristalliser sur la situation terminale, alors que tout a foncièrement changé. Et on voit donc que les volontés émises à un temps initial sont difficilement déplaçables sur le temps terminal. Il se pose alors une question majeure. Comment une personne peut-elle exprimer par anticipation sa volonté pour un état jamais vécu ? Quelle est l'identité d'une personne ? Est-ce que c'est l'identité de la personne lorsqu'elle était en bonne santé ou l'identité actuelle ? Et en fait, une personne, c'est une altérité absolue. C'est un peu pareil que pour la mort, c'est pas une énigme, c'est un mystère. Voilà, donc moi je suis néphrologue, je travaille dans un service de dialyse à Paris, et il y a une très forte mortalité. Et en 15 ans, alors j'ai refait un peu le point pour ça, là, en 15 ans, il y a eu environ 300 décès, et je me suis dit finalement, comment ça s'est passé et comment les choses se seraient déroulées si on avait anticipé. Alors, la plupart des personnes, en fait, quand elles vont à peu près bien, disent que lorsque tout ira mal, elles refusent l'acharnement thérapeutique. En réalité, sur les 300 personnes, j'ai repris l'historique, il y en a 3 seulement qui ont tout arrêté quand ça allait mal. C'est-à-dire qu'arrivés en situation, 99% des personnes ont poursuivi. Et donc, on peut quand même questionner la fiabilité de l'information très, très anticipée. Deuxième chose, les personnes, donc les 99% qui restent, une grande partie en fait a voulu poursuivre en se disant finalement j'ai qu'une vie, je veux bien prendre encore un petit peu de vie, puis encore un petit peu, et puis s'il n'y a que ça, je le prends quand même. Donc une grande partie poursuivent.
malgré l'obstination quand même, malgré l'intensité des soins. Et puis, c'est bon, d'accord. Et puis, une grande partie aussi, et ça c'est intéressant, trouve que l'épreuve est trop lourde, le corps est épuisé, ils n'ont plus assez de force, ils trouvent que le fardeau est trop lourd. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne disent pas « je veux mourir », ils disent en fait « je ne peux plus poursuivre l'épreuve », ce qui est quand même différent, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent « je veux mourir », ils disent « s'il vous plaît, allégez un peu, limitez un peu », mais ils ne parlent pas du tout de mourir. Ils disent simplement « j'ai un sac à dos, c'est un peu lourd, est-ce que vous pouvez baisser la charge ?» Voilà, donc j'ai repris ça pour vous montrer qu'en fait, l'anticipation très à distance pose un vrai problème de point d'appui objectif. C'est plus compliqué que ce qu'on pense. Voilà, et finalement, arrivé à un stade assez terminal, on s'aperçoit de deux choses. Les personnes veulent deux choses. Elles veulent ne pas trop souffrir, mais encore là, elles sont capables de supporter un peu de souffrance, comme un peu de douleur, un peu d'inconfort, ne pas trop souffrir. Et surtout, ce qu'elles veulent, c'est ne pas être abandonnées. Ce qu'elles veulent, c'est de la relation. Voilà. Donc c'est surtout ça qui apparaît, c'est qu'elles ne cherchent pas de l'information, elles veulent de la relation. Voilà, donc j'en ai fini avec ce chapitre très long sur la discussion avec une personne malade, en situation de fin de vie. Et maintenant, je voudrais changer complètement de registre pour parler d'un risque assez important que je vois apparaître actuellement dans les établissements de santé, concernant la mise en place concrète de ces directives anticipées contraignantes, qui est un risque que j'appellerais de bureaucratisation de la mort prochaine. Alors, les directives anticipées contraignantes, je vous l'ai dit, il y a deux modifications. Un, elles étaient consultatives, elles deviennent contraignantes. Deux, il n'y avait pas de formalisme de rédaction. Et maintenant, elles vont être quand même standardisées, elles vont se mettre suivant un modèle. Alors, une petite remarque sur l'hôpital actuellement. Vous savez qu'à l'hôpital, il y a une standardisation des pratiques qui devient très envahissante. C'est-à-dire qu'on voit proliférer, comme dans de nombreux champs de la société d'ailleurs, une prolifération d'indicateurs, de normes, de protocoles. Alors, on s'aperçoit que l'hôpital est pris dans un process pratiquement industriel et que ces indicateurs, par exemple dans la gestion, vous avez le PMSI, la T2A, dans la médecine, vous avez l'evidence-based medicine, les guidelines. Et on peut se demander si les directives anticipées contraignantes ne vont pas être un dispositif supplémentaire de cette grande usine à guérir, qui a d'ailleurs pour conséquence de créer un certain désenchantement chez les soignants. C'est-à-dire que les soignants sont pris dans des rouages industriels et de chronométrie et ont l'impression de perdre quelque part leur identité ou de perdre le sens de leur vocation. Alors cette standardisation, en fait, elle est prise par deux moteurs. Il y a un premier moteur très puissant qui est la rationalité néolibérale, et puis un deuxième moteur très puissant aussi qui est la gestion du risque. Et voilà, donc ces directives anticipées, c'est sûr que, quelque part, elles sont prises dans le système industriel. D'ailleurs, il y a des publications qui montrent que si on les applique, on économise 6 mois de vie d'une personne. Tout simplement, ça va dans le sens de l'histoire, je dirais. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je continue différemment. Voilà, c'est bien. Donc, en fait, si on repart en arrière, la mort autrefois était un passage, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elle est devenue une insulte dans notre monde contemporain. Et on peut se demander si remplir des formulaires lors de l'admission dans un service de médecine, une feuille, une personne de confiance, n'est pas quelque part un moyen de neutraliser la mort. Est-ce que ranger dans un dossier patient un modèle concernant une directive anticipée que le malade a coché en 2 secondes n'est pas une façon de mettre entre parenthèses un enjeu essentiel? Et là, j'ai eu la certification V14 dans l'établissement, et on peut se demander aussi si ce n'est pas simplement un étalage qu'on va faire lors des certifications pour afficher des standards, quoi. Et en fait, le gros risque, c'est que tout le monde part là-dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'elles vont alimenter, c'est ça, quoi. Et donc, dans ce grand basculement du paternalisme dont je vous ai parlé à l'autonomie de la personne, on se dit que finalement, la personne s'est émancipée. Elle s'est émancipée du médecin. Mais on peut se demander si, en poussant plus loin la logique, on ne va pas avoir un loupé et un raté de cette émancipation. C'est-à-dire que la personne malade s'émancipe du maître qui est le médecin, mais peut-être qu'elle risque de se réaliéner à un maître beaucoup plus invisible qui est
qui a la figure de la norme. C'est-à-dire que le nouveau maître, c'est peut-être la norme dans le sens du protocole, de l'algorithme, de l'évaluation. Et avec le risque de voir apparaître quelque chose du style, c'est une formule que j'ai entendue dans la bouche d'Emmanuel Hirsch, quelque chose du style la mort au bout du protocole, quelque chose de très, très process, quoi. Voilà, alors là je vais ouvrir et puis élever un petit peu. En fait, depuis le siècle de la Lumière, on assiste à un affaiblissement de l'univers symbolique et à une amplification de l'univers instrumental. Il y a une augmentation de la science et de la technique, et puis il y a, je dirais, un retrait du divin dans le même temps. Et donc, dans notre monde d'aujourd'hui, où le ciel est vide et où la mort est devenue une très mauvaise nouvelle, et face à ce ciel vide, on peut se demander si l'activité instrumentale n'est pas une façon de lutter contre l'angoisse de la finitude, et si finalement les directives anticipées, quelque part, ne sont pas prises dans ce mécanisme aussi, quoi. Parce que les directives anticipées contraignantes dans cette activité instrumentale, c'est considérer la mort comme une énigme, et c'est sans doute penser qu'en mettant beaucoup de moyens, de formulaires, on peut résoudre quelque chose. Et à l'inverse, la mort comme mystère, c'est considérer que la mort possède la capacité de créer de l'univers symbolique, qu'elle possède des capacités anthropogènes, c'est-à-dire qu'elle crée de la culture, elle génère de l'humain, elle révèle des désirs ignorés. Et dans notre monde de plus en plus standardisé, la question qui se pose, c'est finalement, les directives anticipées contraignantes seront-elles une démarche innovante ou le symptôme supplémentaire d'une civilisation qui veut gommer la mort? Voilà, je vais m'arrêter là parce que je commence à décoller un petit peu trop. Voilà. Et donc, je vais essayer de conclure sur la discussion comme acte de soin. À ce point de la discussion, il me paraît crucial, avec l'arrivée de ces directives, on n'a plus le choix, elles sont arrivées, elles sont votées, il faut les mettre en place. Il me paraît crucial de distinguer la discussion anticipée, qui est véritablement un acte de soin, des directives anticipées. Alors, la discussion anticipée, à mon sens, est du côté de la pulsion de vie. Les directives anticipées, à mon sens, sont du côté de la pulsion de mort. La discussion anticipée, c'est donner à la personne la possibilité de parler de sa mort, si elle en a envie, et de signifier que ceci n'est pas un tabou. Les directives anticipées, dans sa forme absolutiste, à mon sens, c'est le risque de partir dans les algorithmes. De façon collective, la mise en place de la discussion anticipée dans un service peut, au long cours, permettre de développer une culture d'équipe, alors que les directives anticipées contraignantes, dans leur forme vraiment rabattue, ne serviront probablement à pas grand-chose, si ce n'est à servir d'outil de gestion pour les HAS. La discussion anticipée, c'est donner à la personne la possibilité de s'exprimer, c'est donner la possibilité à la personne de se constituer comme sujet. Et à mon sens, le fait même de s'exprimer est plus important que ce qui va réellement être dit. Je veux dire que le fait de s'exprimer permet une subjectivation de la personne qui est plus importante que techniquement ce qu'elle va mettre dans le papier. Je pousse un peu le bouchon pour me faire comprendre. Elle permet aussi, cette discussion anticipée, d'instaurer un engagement réciproque, une confiance et une promesse que lorsque l'un des deux sera très vulnérable, l'un des deux répondra encore de l'autre. La discussion anticipée est donc du côté du sujet, je viens de le dire, de la confiance liée à la promesse non dite mais attestée par la discussion. À l'inverse, les directives anticipées sont du côté de l'individu massifié. La discussion est du côté de la rencontre de vérité, elle est du côté du désir qui prend le risque de la rencontre de l'autre dans une situation qui est une épreuve d'humanité de l'homme. Et finalement, le désir est peut-être la seule chose capable de repousser encore la mort. Voilà, je vais m'arrêter très bientôt. Donc, dans notre époque, travailler par la souveraineté de la norme et l'idolâtrie du moi, de l'individu, la mise en place des directives anticipées contraignantes doit nous rendre attentifs. Dans notre monde de plus en plus standardisé, automatisé, seront-elles donc une démarche innovante ou un symptôme supplémentaire?
Je pense que tout dépendra de notre capacité à transformer ces directives en discussion, c'est-à-dire à introduire du langage et de la temporalité, c'est-à-dire de la subjectivation et de l'anticipation. Donc à la question, les directives anticipées seront-elles un symptôme nouveau de notre société qui veut annuler la mort ou un traitement, un acte de soin? Eh bien, tout dépendra de notre capacité à sortir de la chronométrie pour prendre son temps et pour transformer ce formalisme finalement assez aplati dans sa forme minimale en un développement de nouvelles cultures d'équipe. Est-ce que ça sera un symptôme ou un traitement? Tout dépendra de notre capacité à savoir transformer ces directives anticipées contraignantes qui sont du côté de la mort en une discussion anticipée, signifiante et singulière qui, elles seules, pourront rester du côté de la vie. Je vous remercie.